Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Ce mois-ci dans Flashback, nous recevons le journaliste et écrivain Laurent Bourdon pour son livre Définitivement Belmondo. Jean-Paul Belmondo est l'un des acteurs préférés des Français qui a su fédérer le public pendant plusieurs décennies. 75 longs métrages au compteur, des cinéastes majeurs, Melville, Godard, Truffaut, De Broca et des cascades en pagaille jalonnent le parcours éclatant de l'une des figures les plus marquantes du cinéma tricolore. Une classe touriste pour un incorrigible magnifique que nous raconte Laurent Bourdon dans son livre Définitivement Belmondo, publié aux éditions Larousse, un ouvrage truffé d'anecdotes qui revient film par film sur la carrière de notre bébelle nationale. Laurent Bourdon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci vraiment d'être avec nous dans Flashback. Je laisse la parole à Antoine qui avait une petite phrase une question de confrère à vous poser. Non, mais une question, parce que Laurent Bourdon, avant d'écrire 550 pages sur Belmondo, 522, n'exagérons rien. 522 pages, donc vous avez écrit 1050 sur Hitchcock. 1000 tout juste. 1000 tout juste. Et bon, vous exagérez. Bon, mais moi aussi, j'ai fait un livre qui tourne autour du millier. Alors moi, je peux avoir des idées sur ce qui nous pousse à essayer de faire le tour complet d'un sujet. Mais là, par exemple, sur Belmondo, vous avez vraiment, on peut dire que vous avez vraiment cerné l'objet. Là, le lecteur de votre livre n'en ignorera rien. Alors, qu'est-ce qui vous pousse, Laurent, à faire des livres exhaustifs qui à la fin d'ailleurs sont très divertissants? Oh, c'est très aimable. Eh bien, écoutez, je pense que c'est un petit peu différent à chaque fois. Hitchcock, c'est une planète, Hitchcock. Alors, quand on rentre dedans, quand on met le doigt, si je puis dire, Hitchcock, on peut pas s'en sortir, et donc on est obligé de tout faire et d'aller au bout. Et j'y serais encore si ma femme ne m'avait pas dit, écoute, là c'est bon, envoie-le à un éditeur, fais quelque chose. 1000 pages, effectivement, c'était correct. Là, pour Belmondo, c'est un peu différent parce que juste avant, j'avais fait un bouquin sur Chabrol, et donc je l'avais un peu côtoyé puisque Chabrol et Belmondo ont travaillé ensemble très tôt. Avant, à bout de souffle, Chabrol avait fait tourner Belmondo dans À double tour, et puis ensuite ils se sont retrouvés pour Dr Popol, donc j'avais un peu côtoyé le personnage. Ensuite j'ai écrit un bouquin sur les remakes, et Belmondo, non seulement il y a eu des remakes d'À bout de souffle par exemple, il a tourné dans des remakes, mais il a surtout tourné dans un auto-remake. C'est que Un nommé à la Roca est évidemment la première version de L'Âge Koumoun, dans lequel il reprend exactement dans la même histoire, adapté du même roman, le même personnage. Donc je m'étais comme ça colté un petit peu avec ce Belmondo. Puis un jour, je découvre un film que je ne connaissais pas, qui s'appelle Les Copains du Dimanche, et qui est un film absolument, inconnu. Si quelqu'un ici connaît Les Copains du Dimanche, évidemment que tout le monde ici connaît Les Copains du Dimanche, mais tout de même, c'est un film pas très connu. C'est le premier film de Belmondo en tant que professionnel. Il sort du conservatoire. Au conservatoire, il y a tourné une petite scène d'un Molière dans un film justement documentaire sur Molière. Donc ça, voilà, le premier film, c'est ça, c'est Les Copains du Dimanche, qui est produit par pas une filiale, mais un organisme très proche de la CGT. Et d'ailleurs, le scénario du film a une connotation effectivement assez sociale. Et d'ailleurs, le film ne sortira pas. Et comme il était payé juste sur les entrées, il n'a jamais été payé pour ce film. Ce film n'est jamais sorti. Il est passé uniquement dans les meetings de la CGT, il est passé en RDA, il est passé à la télévision en 72, je crois un dimanche après-midi en 72, et puis c'est tout. Et maintenant, il est disponible en DVD. Et ce film est un film absolument incroyable où on découvre Belmondo à 4 ans à peu près. C'est le Belmondo, déjà il fait des remarques sur son visage. Ouais, je sais, je suis moche, j'ai un gros nez. Quand il y a quelque chose qui se passe, qui est agréable, qui est sympa, ils sont en train de retaper un vieux coucou dans côté d'une usine aéronautique. À peine, l'avion ne décolle même pas. Il commence à rouler à peine, il fait des cabrioles dans tous les sens, il est content, il est heureux, il est là. On découvre Jean-Paul Belmondo, absolument comme il va être dans beaucoup de ses films par la suite, le bon copain. C'est pas lui qui a le rôle principal, mais quand même, il a un rôle important. C'est pas lui qui est le jeune
premier, mais il a un rôle important. Juste Laurent Bourdon, on va revenir un peu sur les débuts de la carrière de Jean-Paul Belmondo. Vous retracez toute sa vie, et vous parlez notamment de l'époque du conservatoire, qu'il quitte en 56 au bout de 4 années, et René Clair, un peu plus tard, dira de lui, avec la gueule qu'il a, il ne pourra jamais faire de cinéma. Sa carrière, est-ce que c'est une revanche sur ceux qui n'ont pas cru en lui? Ça, il l'a dit que, en particulier l'année où il a eu ce César, où on lui a donné ce César pour Itinéraire d'un enfant gâté, on a beaucoup dit qu'il n'était pas venu le chercher parce que c'était César, un sculpteur que son père, Paul Belmondo, sculpteur, n'appréciait pas beaucoup. Il a dit aussi, et moi je pense que c'est la bonne version, c'est que c'était trop tard de le récompenser. Il le voulait ce prix en sortant du conservatoire, le soir où il a juste un rappel d'accessite, ce qu'il a trouvé méprisant. Il a son père au téléphone et son père lui dit: alors, t'as un prix? Il dit: ils m'ont porté en triomphe, j'ai fait Oui, non mais t'as un prix. Et non, il n'y a pas de prix. Et non seulement c'est le drame pour sa famille, pour lui, c'est vraiment un moment terrible. Il a redoublé, il a passé 2 fois la dernière année du conservatoire, Les portes de la maison de Molière, les portes de la Comédie Française se sont refermées. On entrait directement avec un premier prix du conservatoire. On rentrait à la Comédie Française. Il en rêvait de jouer Scapin à la Comédie Française. Il en rêvait, c'était ça. Le cinéma lui est tombé dessus à peu près par hasard. Lui, il voulait faire du théâtre vraiment et à la Comédie Française. Et ça a été vraiment le drame de sa vie. Et effectivement, je pense qu'une grande partie de son dynamisme, de son, comment on pourrait dire, de sa volonté de y arriver, sa force, niaque, on dirait, voilà. Vient de là, de ce jury qui ne l'a pas reconnu, contrairement à ses camarades qui, eux, alors avaient vu quand même qu'il était exceptionnel déjà. Alors justement, vous nous présentez un Belmondo doué et ayant la vocation du théâtre, et on a dans sa carrière un certain nombre de films dans lesquels il joue des rôles dramatiques qui sont de grands rôles. Je peux en parler tout à l'heure hors antenne, si je puis dire, de Week-end à Zuidcote. Il y a aussi un film que j'aime beaucoup qui est Léon Morin prêtre. Oui, moi je trouve que Belmondo. Alors vous allez peut-être expliquer, vous allez peut-être avoir là. Donc moi mon truc c'est je trouve un peu dommage que les rôles dramatiques de Belmondo semblent un peu s'éclipser par rapport à des rôles qui sont, alors on peut dire qu'à bout de souffle c'est pas un rôle dramatique, vous voyez, par exemple, c'est un peu les rôles vraiment un peu un peu sérieux de Belmondo, une gravité, ouais. Avec une certaine gravité, s'éclipse un peu. Est-ce que vous trouvez pas ça dommage? Non, parce que je ne crois pas que les rôles dramatiques de Belmondo s'éclipsent. Il y a des rôles où, franchement, moi, là, j'ai le droit, on est entre nous, on a le droit de dire que, franchement, dans Léon Morin prêtre, on a l'impression qu'il s'ennuie, et d'ailleurs, il s'est ennuyé beaucoup pendant le tournage, et ils se sont très mal entendus avec Melville, et pourtant, il va en tourner 2 autres. Je suis trop Melvillophile, alors. Mais sans doute, mais Paul, mais vous n'êtes pas tout seul, Antoine. Vous n'êtes pas tout seul dans ce registre. Ah bon, voilà, rassuré. Mais c'est intéressant, Laurent Bourdon, ce que vous dites, parce que là, vous faites une critique sur Léon Morin prêtre. Oui, mais ça, c'est parce que vous me forcez à le faire et vous me poussez parce que je ne fais jamais de critique. Et voilà, et c'est une très bonne remarque, puisque en effet, vous faites presque une sorte de compte-rendu extrêmement complet, détaillé, film par film, et pièce par pièce aussi, même si pendant très longues années, Belmondo va quitter les planches. Mais vous ne critiquez pas, en effet, les films. Vous faites en revanche des revues de presse très complètes, parfois extrêmement féroces sur certains films. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mais sur Belmondo, l'acteur, en effet, il y avait de la gravité, mais il y avait surtout, et ça on le voit bien dans votre livre quand il déboule au début des années 60 dans le cinéma français, une liberté de ton, un refus des convenances, une décontraction totale. Mais est-ce que c'était un acteur moderne à ce niveau-là, ou est-ce que ce sont les cinéastes qui l'ont rendu moderne? Ah non, c'est un comédien moderne. Au conservatoire, réécouter les témoignages de Claude Rich, de Jean Rochefort, qui sont enregistrés, tous ces gens-là disent, mais c'était un Ludion, vraiment, c'était le chef de la bande, c'était lui il nous donnait un coup de vieux, dit Claude Rich. Il nous donnait un coup de vieux au conservatoire, il n'avait pas tourné de film encore. Et donc, c'est évidemment Godard qui va le faire éclater, et va lui permettre de se libérer complètement devant une caméra.
Mais au conservatoire, déjà, il y a des profs qui ne comprennent pas du tout, il n'aura pas son prix. Pierre Dux va lui dire, ça c'est quand même assez connu, mais enfin, avec la tête que vous avez, vous ne tiendrez jamais une femme dans vos bras, on n'y croira pas. Bon, alors un jour, il le croise sur les Champs-Élysées au bras d'Ursula Andress, il dit « je fais ce que je peux ». Et donc à part cela, il y en a quand même quelques-uns, d'ailleurs qu'il a gardé des amitiés avec certains professeurs du conservatoire, dont un qui lui a dit « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais pas mélanger. Enfin, c'est une eau vive, c'est une eau claire, Belmondo. Il y a rien à dire. C'est comme ça. C'est une, voilà. Et donc, il y en a quand même qui l'ont repéré dès ce moment-là. Pas tous, mais il y en a qui l'ont repéré dès ce moment-là. Et après, il y a des réalisateurs qui vont un peu le casser un peu, hein. Si vous allez voir les distractions d'un certain Dupont, vous verrez que Belmondo n'est pas toujours égal à son meilleur. Et pourtant, son meilleur, il le trouve, selon moi, dans cette période des années 60, où il excelle à la fois dans la comédie, on l'a déjà dit, l'aventure, il faut vraiment citer Philippe de Broca quand même, qui est un metteur en scène très 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 important, avec lequel il a beaucoup tourné, la modernité avec Godard, le drame avec Melville, et puis aussi, il figure dans des films qu'on a un peu oubliés et qui retrouvent une seconde jeunesse, notamment grâce à votre livre, notamment Le Voleur de Louis Malle, qui est un film que j'aime énormément, qui est un film assez contestataire, hein, pour l'époque, il y a un côté assez anarchiste, et puis il malmène aussi son image quelques années après avec La Sirène du Mississippi de Truffaut. Son public est assez déboussolé. Est-ce que cette période où finalement il fait tous les registres, il le fait très très bien, est-ce que c'est son âge d'or, c'est l'âge d'or de Belmondo? Alors oui, je pense que c'est un âge d'or de Belmondo, il y en aura peut-être d'autres après, mais c'est vrai que là, et vous parlez à raison de cette Sirène du Mississippi qui va l'orienter vers ce qui va devenir Bébel, quoi. Ses spectateurs, c'est comme on dit, ses fans, voilà, n'ont pas apprécié du tout que son personnage fasse avoir par cette jeune femme qui arrive, c'est pas celle qui a attendu, enfin bon, on va pas raconter toute l'histoire, mais il se fait un petit peu avoir. Et ça, après, il dira, non, ça, c'est pas possible. Je peux pas. Belmondo, quand on va voir un Belmondo, je peux pas tromper le public, il faut qu'à la fin, il gagne. À un moment, Gary Cooper, il reçoit une claque, il reçoit écoute-moi, mais à la fin, c'est quand même lui qui gagne, qui, voilà. Et donc, à partir Ah non, Gary Cooper, il meurt souvent, mon cher Laurent, mais... Oui, mais glorieusement. Certes. Ah, non, mais voilà. Le public veut que, voilà, Belmondo, il gagne. Et effectivement, La Sirène du Mississippi, je vais pas vérifier là maintenant, mais je pense que c'est le dernier où vraiment il n'est pas, voilà. Après, il va devenir producteur, il va devenir distributeur, et c'est ça qui va peut-être poser des petits... Parce que devenir producteur, c'est après Borsalino, il a vu que Delon, on produisait Borsalino et que ça marchait bien. Bon, alors pourquoi pas? Donc il va produire un premier film, c'est le Dr Popol, justement, avec Chabrol. Après, il va devenir distributeur avec René Château. Bon, là, on peut se poser des questions sur ses orientations à ce moment-là. Alors justement, vous parlez de Borsalino, et vous en parlez très bien dans votre livre, et on voit que dans Borsalino, que finalement, ces deux univers de Delon et de Belmondo qui se rencontrent sont en fait deux univers parallèles, au point même que leur façon de tourner fait qu'ils se côtoient très peu sur le tournage. Ah oui, dès le début, là, ça n'était pas possible de tourner ensemble. Voilà, donc très clairement, dès le premier jour, Alain Delon a dit, écoute, moi j'ai besoin de concentration avant de tourner, avant le clap. Toi, t'arrives, tu fais les 400 coups, et au moment, c'est entre Belmondo, il se concentre entre moteur, action et le clap, hein. Il n'a absolument besoin d'aucune concentration. Ça va gêner beaucoup de ses partenaires. Emmanuel Riva dans Léon Morin-Prêtre, l'inoubliable Léon Morin-Prêtre, va en pleurer. Enfin, ça va être terrible. Et donc, Alain Delon, effectivement, demande à Belmondo de se retirer un petit peu, et quand Monsieur Delon est prêt, Belmondo arrive. Melville va lui demander d'aller se retirer dans sa loge. Il dit oui, mais attends, je vais m'endormir. Et effectivement, quand on va le chercher, il faut le réveiller parce que voilà. Et donc ils ne s'entendent pas bien. Delon a besoin. Enfin, ils s'entendent bien, mais je veux dire que l'ambiance après, c'est la sortie de Borsalino qui va poser des problèmes entre les deux. Pendant le tournage, ils s'entendent bien. Ils ont décidé cet accord. Ils s'entendent bien, mais dans des mondes parallèles un peu. Dans des mondes parallèles, Belmondo va très souvent repartir voir sa dulcinée entre le week-end, par exemple. Lui, il reste Delon reste dans le coin, se concentre, toujours très... Voilà. Mais ça, c'est les deux personnages. Regardez les rôles qu'a réservé Bertrand Blier à Alain Delon et à Belmondo dans les acteurs. Voilà, c'est deux personnages absolument différents.
Il est producteur en effet au début des années 70. C'est à ce moment-là en effet vous l'avez déjà un peu évoqué, qu'une rupture va se faire dans sa carrière. Et il y a d'abord le mauvais accueil de Stavisky de Resnais qui est présenté à Cannes, qui est sifflé même en projection, ce qui paraît un peu impensable aujourd'hui, mais c'était pourtant le cas à l'époque. Ça va le refroidir chaudement, même si Stavisky n'a pas que des admirateurs dans ce studio. Alors, c'est pas le meilleur film de Resnais. C'est pas le meilleur film de Resnais, mais c'était en tout cas c'est celui qui a le mieux marché dans sa filmographie. C'est en tout cas un de ceux qui a le mieux marché. Ouais. Et puis, il devient, et ça, il faut forcément en parler, au début des années 70, le roi des cascades, Peur sur la ville de Verneuil et ses fameuses cascades sur le métro et sur les toits parisiens, puis L'Animal de Claude Zidi. On apprend d'ailleurs dans votre livre que c'était à l'époque le film le plus cher du cinéma français. Mais oui, mais alors à chaque fois il y a le film le plus cher, puis l'année d'après il y a le film le plus cher. Enfin là c'était le film le plus cher. Mais c'est dire à quel point l'ambition de Belmondo était grande en tant que producteur. De Belmondo et du producteur qui était donc avec Claude Zidi, Fechner évidemment, qui va gagner beaucoup d'argent avec ce film, effectivement. Et effectivement, il fait beaucoup de cascades. Et franchement, on l'a un peu accusé d'être plus cascadeur que comédien. Il faisait pas ça pour faire des entrées, il faisait pas ça pour le buzz, comme on ne disait pas à l'époque. À 4 ans, 5 ans, il se suspendait dans la cage d'escalier de l'immeuble parental, rue Victor Considérant, à Paris. Et sa mère était évidemment aux 400 coups. Il passait d'un balcon à l'autre, d'une pièce à l'autre par le balcon, au-dessus de la pièce. Ils habitaient au 6e étage, au 5e étage. Bon, il a toujours adoré, faire des cascades, des pitreries. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec L'Homme de Rio, où il a commencé là aussi à passer il était dans un hôtel, le Hilton, là, qui est sur la baie de Rio, et il passe d'une chambre à l'autre par la fenêtre. Enfin, ça ne pose aucun problème. Voilà, il adore ça. C'est vraiment pour le plaisir. Et c'est aussi pour cette raison, entre autres, que le public va se déplacer massivement pour le Bébel annuel. C'est quand même une autre époque, mais c'est complètement incroyable quand on voit les chiffres. Entre 81 et 83, il enchaîne Le Professionnel, L'As des As et Le Marginal, qui font des millions d'entrées. Ce sont 3 de ses plus grands succès. Et pourtant, c'est à ce moment-là de cristallisation avec la critique. Libération à l'époque, vous le dites dans le livre, rebaptise Le Marginal, Le Marginul. Et en 82, l'année d'avant, et oui, L'As des As sort. Au même moment sort le film de Jacques Demy, Une chambre en ville. Énorme polémique, on reproche une corde critique très remontée, reproche à Belmondo d'avoir volé carrément les spectateurs de Jacques Demy. Belmondo se défend, enfin c'est assez violent. Là, il y a un point de rupture à ce moment-là, on a l'impression, entre le Bébel superstar et la critique qui n'en veut plus. Oui, je crois que d'abord il a eu toujours un peu des problèmes avec la critique, parce que vu le nombre d'entrées qu'il faisait, si en plus il avait eu la critique avec lui, c'est pas drôle. Et là, évidemment, avec cette affaire d'une chambre en ville de Demy, c'est très compliqué. Ils sont revenus un petit peu. Tout le monde est un petit peu revenu en arrière sur cette histoire, et ils ont dit, les critiques qu'il y avait, donc, alors ils ont acheté des pages de pubs dans la presse. Ils ont fait des choses comme ça pour dire, je sais plus exactement le texte, mais enfin, je sais pas combien de millions de spectateurs pour Belmondo et très peu. C'est 2 poids 2 mesures, etc. Bon, bien sûr, après, ça a été facile après, lorsque Belmondo a tourné un peu moins, et des films comme par exemple ce remake du film de Sacha Guitry, Désiré, voilà, qui est mal sorti, qui est resté, voilà, lui a dit, dites donc, vous vous souvenez que dans le temps, vous disiez, bon, c'est vrai qu'il y avait une suprématie de la distribution des films de Belmondo dans toutes les salles et partout, et ça laissait peut-être peu de place. Le producteur quand même d'une chambre en ville expliquait quand même que c'était pas un film qui aurait dû sortir sur plus de salles que ça, et qu'il était plutôt un film à avoir une carrière un peu plus longue. Le film n'a pas très bien marché. Est-ce que c'est de la faute de Belmondo? Je pense qu'ils se sont pas très bien défendus. Gérard Houry s'est pas très bien défendu au micro d'RTL. Il dit des choses il parle des petits marquis, des choses comme ça. C'était pas très finaux, je pense. Mais enfin. Au final, Belmondo laissera une empreinte indélébile sur le cinéma français. Beaucoup de films qu'on a énormément de plaisir à revoir. Pour ma part, s'il y en avait qu'un, je garderais Bob Sinclair dans Le Magnifique, qui est pour moi un film absolument presque indépassable. Je partage. Pour terminer cette interview, Laurent Bourdon,
Pour vous, qu'est-ce qui représente Jean-Paul Belmondo dans le cinéma? Voilà, ça c'est le genre de question très compliquée parce que qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est une star et une star c'est indéfinissable. C'est une star, c'est pas un comédien, c'est pas un acteur, c'est pas quelqu'un qui joue super bien, c'est pas quelqu'un qui voilà, c'est une star et voilà, c'est indéfinissable. Alors moi je me souviens avoir entendu Quentin Tarantino dire Jean-Paul Belmondo, ce n'est pas seulement une personne, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est un mot qui est synonyme de super coolitude. Nous étions au Festival Lumière ce jour-là. Voilà. Eh bien, une coolitude à retrouver dans les pages de votre livre, Laurent Bourdon, définitivement Belmondo, à lire absolument aux éditions Larousse. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.